Cette émission s'appelle Parlons Cash. On va parler cash parce que vous nous apportez une information qui n'est pas forcément très répandue. C'est que c'est assez décevant finalement ces rendements de FIP et FCPI. C'est un bel outil marketing, on en entend beaucoup parler, mais derrière, il se cache une réalité peut-être moins intéressante. On va voir le graphique que vous nous avez apporté. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut en dire? La rentabilité, voilà. C'est depuis quand ça? Alors en fait, on a fait une analyse depuis 1997. Ouais. On s'est basé sur 657 très exactement fonds. On a analysé C'est vous qui l'avez calculé? Alors les données viennent de Morningstar, ce sont des données fiabilisées par Morningstar. Ce chiffre, oui. Et on a, nous par contre, mené l'étude, ce qui n'avait pas été fait. On vous montrer, voilà, merci. Cette année, ça n'avait pas été faite. Et en fait, on démontre à travers l'infographie qu'on a réalisée et qui sort en exclusivité chez bienprévoir.fr aujourd'hui avec vous, c'est qu'en fait, la performance depuis 1997 en moyenne est négative. Donc sur de plus de 3%. 600 fonds. Hein. 657 fonds. Les FIP, moins 3,8 depuis 1997 et FCPI, moins 1,5. Ça, c'est en rythme annualisé? C'est en rythme annualisé, performance annualisée uniquement sur les fonds fermés à la souscription. On ne regarde pas les fonds encore ouverts à la souscription. Et puis surtout, c'est hors avantage fiscal. Donc, j'ouvre la porte. Alors voilà, c'est ça la vraie question. Hein, c'est les questions de l'avantage fiscal qui fait qu'il y a un engouement finalement pour ces fonds, mais qui est l'arbre qui masque la forêt avec des fonds qui s'en sortent, mais beaucoup qui, enfin en moyenne, perdent de l'argent. La plupart, en fait, perdent de l'argent. Alors il y a 97, il y a eu la bulle Internet qui explique aussi peut-être… Il y a ça, mais en fait, on a regardé aussi ce qui ressort, qui est intéressant. Après, je passerai la parole à Jonathan, parce que ce qu'on livre dans cette étude-là, c'est qu'effectivement, il y a des périodes dans lesquelles vous investissez. Par exemple, ceux qui ont investi entre 2002 et 2006 sont sortis, puisque vous avez une fenêtre d'investissement fermée et vous ne choisissez pas la date à laquelle vous sortez, ils sont sortis au moment où les marchés explosaient. Donc ils ont investi à un mauvais moment et ils sortent à un mauvais moment. Donc finalement, ils ont eu des performances ultra négatives. Les gens qui ont investi entre 2010 et 2012, pour l'instant, ont des performances positives. Maintenant, l'histoire n'est pas finie, puisque ceux qui ont investi en 2010 vont sortir en 2015, 2016. Donc voilà. On montre le deuxième schéma que vous nous avez apporté qui montre que 70%, un peu plus même, des fonds ont des performances négatives. On rappelle, 650 fonds et des performances depuis 97. Et alors, il y a quand même une lueur d'espoir. C'est ceux qui gagnent de l'argent, mais bon, il faut les trouver. Ouais, il faut les trouver. Et quand on regarde ceux qui gagnent de l'argent, 22% ne gagnent que entre 0 et 5%. Il n'y a que 5% des fonds, sur les 657, il n'y en a que 5% qui gagnent plus de 5% en rythme annualisé. Mais bon, si on se fait l'avocat du diable, voilà, l'avantage fiscal est pris. Et donc, si on le réintègre finalement dans la performance, on ne perd pas d'argent, on gagne un petit peu d'argent. Oui, c'est pas forcément le meilleur placement, mais bon. On rappelle quand même qu'on est sur un produit sans garantie en capital. Et qu'en contrepartie, alternativement, on peut aller sur un fonds en euros qui aurait fait la meilleure perf que tous ces fonds-là, sauf les 5% qui ont une perf intéressante. Donc il faut faire attention à ce trompe-l'œil fiscal. Oui, par rapport en fait au risque qui est pris. Si on regarde le couple rendement-risque, on considère que jusqu'à présent, ces placements ne sont pas intéressants. Il faut quand même essayer de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant malgré tout dans ces FIP et FCPI? Alors, si on regarde ceux qui ont marché, on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont marché, quelle était leur thématique. Et c'est là où il ressort des choses intéressantes. Il y a deux éléments. D'abord, il y a des FIP qui ont investi sur des PME matures, pour lesquels on a vraiment une visibilité sur les résultats. Il y a moins de risques, effectivement. Mais ça a été un peu reproché aussi. C'est-à-dire qu'on a cet avantage fiscal pour faire prendre aux investisseurs des risques et financer l'économie plus fragile. Et on s'est rendu compte que, en tout cas, certains dénonçaient ce dévoiement au sens où ça allait vers des placements plus sûrs, plus bon père de famille, et donc avec moins de risques. Et donc, on perdait un peu la philosophie. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on pense que ça ne répond pas aux besoins des investisseurs. Ça dépend de quel côté on se place. Côté investisseur, on recherche malgré tout une certaine sécurité du capital. On ne cherche pas la pépite, on ne cherche pas le Google, comme ça peut se passer dans les fonds de capital risque californiens. C'est un métier, il faut être business angel pour le faire. Et la preuve avec notre analyse, c'est que ça n'a pas fonctionné. Maintenant, je compléterai quand même que les PME dont on parlait, qui ont généré de la performance à travers ces fonds-là, elles ont une capacité à délivrer du dividende, donc c'est-à-dire qu'elles sont rentables, mais ça reste quand même des PME innovantes. Donc on finance quand même l'innovation.
Ce qu'on considère en fait d'une certaine manière, c'est que lorsque les épargnants, et nous on aide aujourd'hui, vont ouvrir les yeux, finalement ça va s'arrêter. Il y a un moment où cette logique, cette collecte va se stopper. Donc ce n'est pas rendre service ni aux PME, ni à l'industrie, et ni encore moins aux épargnants. Et surtout que les avantages fiscaux sont rabotés au fur et à mesure. En plus. Oui, ce qui n'arrange sans doute rien. Effectivement, là on était dans les années 2002, je crois, autour de 25% de réduction d'impôt sur le revenu. Maintenant on est à 18%. De toute façon, 25% ou 18%, vu la catastrophe que ça a pu générer en termes de performance, on est perdant. Alors on a vu qu'ils s'en sortent bien quand même. Comment est-ce qu'on les sélectionne? Comment est-ce qu'on choisit ceux qui arrivent à faire des performances favorables? Alors aujourd'hui, il y a des sociétés de gestion qui nous proposent d'investir dans des FIP ou des FCPI qui achètent des obligations convertibles. On pense que ça, c'est un véhicule intéressant. On n'est plus sur des actions, mais des obligations convertibles. De PME non cotées. Toujours de PME non cotées. Donc là, on prend moins de risques en fait. On ne prend pas un risque sur la valeur de l'entreprise au moment de la revente. On prend un risque sur la défaillance éventuelle de l'entreprise qui existe toujours, mais qui est quand même plus faible. Donc on a une perspective de gain qui est plus faible, mais on a également un risque beaucoup plus faible. Deuxième élément, c'est la taille en fait, la taille des fonds. On s'est rendu compte dans l'analyse qu'on a menée, c'est que les fonds qui ont délivré les meilleures performances avaient une taille 2 fois plus importante que les fonds qui avaient délivré des performances négatives. Donc c'est un autre enjeu, c'est difficile à percevoir lorsqu'on investit. Pour ce faire, ce qu'on recommande, c'est d'aller regarder un petit peu l'historique de la société de gestion. Est-ce que si on s'intéresse au fond du problème, ce n'est pas finalement ce biais fiscal qui pollue un peu le jeu? C'est-à-dire qu'on s'intéresse à ce qu'on gagne à l'entrée et pas à la sortie. Et parfois, c'est surfiscalisé la sortie. Hein, c'était le mouvement des pigeons. Est-ce qu'on ne marche pas à l'envers? On ne devrait pas faire le contraire, dire bon, bah voilà, vous investissez, c'est votre problème, mais si ça gagne, c'est pour vous? Bien sûr. En fait, nous, ce qu'on pense, c'est que il faut que les investisseurs, les épargnants regardent avant tout ce dans quoi ils investissent. Qu'est-ce qu'on leur propose? Quelle est la stratégie d'investissement du fonds? Quelle est la philosophie en fait? Est-ce qu'ils seront convaincus par cette stratégie? Si oui, alors ils peuvent investir et la réduction d'impôt ne sera que la cerise sur le gâteau. C'est comme ça qu'il faut le prendre, dans ce sens-là. Pour conclure un peu là-dessus, on a constaté aussi à travers les FIP. Les FIP, ce sont des véhicules qui ont pour objectif de développer des régions. On s'est rendu compte que certains fonds n'avaient comme conviction que le fait d'aller chercher des cibles dans les régions. Mais en fait, ces fonds-là ont été parmi ceux qui ont le moins bien performé. Donc quand il y a une dimension trop régionale et qu'à travers même les brochures, on se rend compte que la conviction du gérant n'est pas d'aller chercher plutôt l'innovation, uniquement la partie régionale, simplement pour répondre au cahier des charges, ça ne fonctionne pas. Ouais, mais c'était en effet un choix de politique économique qui l'a enfermé aussi dans ce cadre. Oui, mais ça ne constitue pas en soi une stratégie d'investissement. Il faut que derrière, il y ait un choix sectoriel ou un autre choix d'investissement, une vraie stratégie qu'on offre en fait aux investisseurs. Bon bah voilà, hein, c'est bientôt les périodes aussi de souscription de ces fonds. Regardez bien, soulevez le couvercle avant d'investir. On va finir cette émission avec une dernière question de Gabriel sur l'hôtellerie. On revient à la deuxième partie de l'émission, mais une question intéressante. C'est vrai que des sites comme Airbnb, dit Gabriel, menacent l'hôtellerie. Qu'est-ce que vous en pensez, ça ? Alors, je pense que c'est un peu la boîte de Pandore qu'on ouvre avec Airbnb. Dans toutes les conférences aujourd'hui sur l'hôtellerie, tout le monde en parle. Mais en réalité, depuis que ces sites-là apparaissent, on ne voit pas les marchés de l'hôtellerie baisser. Les taux d'occupation, une fois de plus, à Paris, restent stables. Le revenu par chambre disponible à Paris, l'année dernière, a encore progressé. Donc non, ça reste, par rapport au marché de l'hôtellerie, une goutte d'eau. Même si ça va permettre à l'hôtellerie de se remettre en question et peut-être d'évoluer sur son propre produit. Mais ça, je pense que les professionnels de l'hôtellerie ont des réponses à ces questions-là. On regardera l'IPO de Airbnb et peut-être qu'il reviendra nous dire qu'il faut quand même en acheter et ça permettra de se protéger aussi sur ces investissements. Se diversifier, le maître mot, on a bien compris. Merci à tous les deux. Avec plaisir, Thomas. Merci, Thomas. Merci à vous pour vos questions, votre écoute. Et puis on se retrouve dans un mois pour un nouveau sujet, des nouveaux sujets. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.